Benoît Alexis, est-ce que tu as admis tout le monde? Est-ce que je peux commencer? Oui, absolument. Parfait, merci. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Stéphanie Côté. Je suis la présidente de l'Association des avocats et avocates de province. Cette année, au poste de bâtonnier, il y a des élections. Alors, nous avons deux candidats à l'élection cette année. Nous avons Maître Antoine Edwin et Maître Catherine Claveau. Nous avons décidé, avec leur participation, d'organiser un événement où nous leur laisserons 5 minutes chacun pour se présenter. Ensuite, nous poserons des questions. Nous avions demandé de nous en faire parvenir et on a des questions de l'AP. Quand il y aura une question, les questions auront été tirées au sort parce qu'on a eu trop, ça leur été trop long à faire l'exercice. Donc, nous avons décidé d'en tirer 10 au sort. Quand on va les tirer, je mentionnerai si c'est une question de l'AP ou du public. Quand je nommerai le public, nous avons décidé de nommer seulement son nom de famille et la section dans laquelle la personne pratique. Maître Miville Tremblay va être le médiateur si on a besoin, il va être le modérateur au besoin aussi et il va rappeler les participants à l'ordre pour respecter le temps planifié. Maintenant, nous allons procéder d'une façon, Maître Tremblay va piger au sort le premier qui va parler. Ensuite, on va y aller en alternance. Chacun des participants, quand on posera une question, aura 2 minutes pour y répondre. Vous verrez parfois Maître Tremblay soit parler ou mettre un post-it quand il restera à peu près une vingtaine de secondes pour informer le participant et on ne laissera pas déborder longtemps parce qu'on veut vraiment avoir le plus de réponses possible. Le chat est fermé parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de réponses, de questions parce qu'on en avait eu beaucoup. Par contre, il est ouvert si vous avez des problèmes techniques. Notre représentant du CAIJ est avec nous. Je vais juste terminer en remerciant évidemment notre partenaire, le CAIJ. C'est Benoît Alexis qui est présent pour nous aujourd'hui, qui est le participant et qui est très efficace pour nous. Et c'est eux qui fournissent la plateforme et tout le matériel avec Benoît Alexis. Alors, merci beaucoup à toi, Benoît Alexis. Merci beaucoup au CAIJ. Alors, on va commencer. Miville fait la pige du premier candidat qui va nous parler. Catherine. Alors, vas-y, Catherine, c'est pour toi pour 5 minutes. Merci. Votre micro, Maître Claveau. Ça va aller mieux si j'ai un micro. Hein? Alors, merci Miville, merci Stéphanie, Isabelle qui est un peu dans l'ombre d'avoir organisé cette rencontre-là. Ça nous permet d'atteindre plusieurs membres à travers le Québec. Ça aura ça de bon quand même, la pandémie, c'est quand ça nous permet de voir plein de monde en même temps. Mais c'est sûr que ça aurait été plus fun de se voir en présentiel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis moi-même originaire de région. Je suis née au Saguenay. J'ai vécu à Chicoutimi jusqu'à l'âge de 19 ans. J'ai fait mes études à l'Université Laval à Québec. J'ai beaucoup aimé la région et je m'y suis installée. J'ai eu mon premier travail comme avocate dans un plus grand bureau. J'ai évolué là. J'ai aussi rencontré mon conjoint. Il y a eu ma fille, ma famille reconstituée est à Québec. Donc, j'ai continué ma pratique dans la région de Québec, mais je demeure une fille de région dans l'âme. J'ai d'ailleurs encore une maison familiale là, au Saguenay, dont je suis copropriétaire. J'ai rapidement, dans ma pratique, accompagné ma pratique d'une implication dans différents conseils d'administration, puis dans mon barreau. D'abord au Jeune Barreau de Québec, quand j'étais jeune avocate. Ensuite, dans des comités Barreau de Québec, Barreau du Québec. J'ai siégé pendant 7 ans au Fonds d'assurance responsabilité du Québec, quand même un poste assez important. Et je suis revenue à Québec pour être première conseillère en 2014-2015. Et les plus vieux se souviendront que c'est dans cette année-là que Joanne Brodeur a décidé de redessiner, dans ces années-là qu'elle a décidé de redessiner l'instance du barreau pour un peu la moderniser pour qu'il y ait moins de monde. Donc, j'ai fait partie de l'ancien conseil général, conseil exécutif. Et à cette époque-là, à l'automne 2015 ou 2014, on a fait une résolution et j'étais présente où est-ce qu'on savait que ça s'en venait, qu'il y aurait moins de représentants de région, que la loi s'en venait, mais il y avait quand même une résolution où la majorité a dit, même si ce n'est pas dans la loi, ce qu'on souhaiterait, c'est que le principe d'alternance continue, parce qu'avant, il y avait Montréal-Québec, Montréal-Région. Donc, pour que le bâtonnier, bâtonnière, qu'il y ait quand même une alternance, même si ce n'est pas dans la loi.
Et l'exemple qu'on donnait, c'est après 2 ans de Montréal, ce serait bien que ce soit quelqu'un soit de région de Québec. Alors ça, c'était quand même le souhait de l'époque, la volonté de l'époque. Et je sais quand même qu'il y a plusieurs personnes qui y tiennent, puis je pense que c'est important aussi qu'on ait 28 000 avocats à travers la province, puis qu'il y ait une représentation régionale qui diffère là, de façon occasionnelle. Comme j'ai vraiment aimé mon implication au Barreau du Québec, j'ai décidé, une année après avoir terminé mon mandat de bâtonnière, de m'impliquer comme administratrice au CA. J'ai été élue 2 mandats consécutifs, ce qui totalise un total de 5 ans d'implication au CA du Barreau. Et j'ai été pendant ces 5 années-là 3 ans première vice-présidente. Donc, j'ai eu à remplacer le bâtonnier dans certaines occasions, commission parlementaire, assermentation, tout ça. Les relations avec les juges en chef sont établies. J'ai eu des relations avec la Cour supérieure, la Cour du Québec, et ça se continue. Puis le fait que je sois toujours membre du CA est important pour moi parce que je suis toujours au fait des enjeux importants qui sont nés dans les 2-3 dernières années, et je vous dirais la dernière année avec la pandémie qui a bouleversé toute notre pratique. Bien, j'étais là, je suis toujours là, la pandémie n'est pas finie, on a des dossiers prioritaires qui vont se continuer, ça ne lâchera pas dedans rendu au début juin, donc c'est important pour moi que vous sachiez que je suis bien en selle sur les dossiers d'envergure et que je veux continuer à les mener. C'est important de savoir aussi que j'ai assisté à 9 conseils de section, donc je les connais, les réalités régionales, je les connais, vos préoccupations, et ça fait partie aussi de mes priorités de m'occuper de l'ensemble de tous nos membres. J'ai un site web où est-ce que j'ai mes 11 dossiers prioritaires, je ne vous les énumérerai pas tous, mais très prioritaires, c'est sûr, c'est un dossier de l'heure, bien-être psychologique des avocats, pour tout le monde, il faut que tous mes membres soient bien partout, qui viennent de n'importe où. Transformation de la justice, c'est un incontournable. Valorisation, rayonnement de notre profession. On a souffert un peu dans la dernière année. Je pense que c'est le temps qu'on ait des activités de rayonnement. L'école du barreau qui est réformée, le racisme, le harcèlement, tout le dossier de la formation continue, la tarification de l'aide juridique, les justices pour les peuples autochtones. Alors, tout ça fait partie de mes dossiers que je veux qu'on continue à gérer en priorité. Mon 5 minutes est déjà fini. Je vais vous parler de mes priorités en répondant à vos questions. À tantôt. Excellent. Merci beaucoup, Catherine. Alors maintenant, Antoine, on commence vu, on prend ça au sérieux à timer ton 5 minutes. Vas-y, en ouvrant ton micro. Merci. Bonjour tout le monde. Merci à l'AAP, merci à Stéphanie de nous accueillir là, pour cette opportunité de vous parler. J'ai vu là, plusieurs noms de consoeurs et confrères que je connais bien et que je salue. Je vous invite d'ailleurs à tous féliciter Miville pour sa reconnaissance comme avocat émérite. Je pense que c'est très mérité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été assermenté en 2003. Je suis père de 2 garçons de 8 et 12 ans. J'ai une pratique qui est très diversifiée où je vais représenter toujours dans une dynamique de litige de la personne physique jusqu'à la grande entreprise en passant par les OBNL, les organismes publics ou les ordres professionnels. Je fais de l'accès à l'information, de la vie privée, du droit agricole et de la succession fiducie. Et je vais conseiller certains ordres professionnels également là, en droit administratif, droit professionnel. Ce qui, comme pratique, comme vous pouvez vous en douter, l'endroit agricole, là, c'est pas, ça se passe en région. J'ai passé des mois de ma vie là, à Saint-Hyacinthe, Drummondville, etc., là, pour débattre de ce type de dossier-là. J'ai eu des dossiers, en fait, dans toutes les régions du Québec à travers les années, de la Côte-Nord en Abitibi. J'ai vraiment eu la chance de visiter plusieurs beaux endroits, puis aussi comme à travers mon implication à travers le Barreau du Québec, j'ai été 5 ans au conseil d'administration également, 2 ans comme vice-président. J'étais sur le comité qui a mis en place, là, dans le fond, le conseil des sections en 2015, puis j'y ai participé à ce moment-là. J'ai commencé à m'impliquer dès 2005. J'ai été à l'école du barreau, j'ai été impliqué au jeune barreau, j'ai fait plusieurs comités à travers les années. Donc, ce qui m'a permis là, de connaître beaucoup de gens, mais aussi de connaître plusieurs dynamiques et de bien connaître notre ordre professionnel dans le détail. Je me présente essentiellement suite à la pandémie.
Une chose qui m'a beaucoup interpellé à travers les années, c'est le virage numérique de la profession. On en parlait déjà quand j'étais au Jeune Barreau. J'ai travaillé sur des projets concrets au conseil d'administration du Barreau du Québec, dont le site professionnumérique.ca pour ceux qui ont besoin d'infos nuagiques ou d'adresses courriel sécurisées. On a fait un beau partenariat avec les notaires et les comptables pour vous offrir quelque chose qui fait du sens. Donc, c'est vraiment, je le constate, la pandémie nous a forcé tout l'écosystème juridique à s'adapter, à essayer de nouvelles affaires. On sait qu'on peut améliorer les choses. On sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas non plus. Mais moi, je veux qu'on puisse bâtir là-dessus. Il y a une opportunité à saisir. On a le projet Lexus qui doit prendre essentiellement, qui est de la transformation numérique des tribunaux, qui doit se faire essentiellement dans les 2 prochaines années. Donc, c'est là le timing d'avoir un bâtonnier qui est prêt à pouvoir parler ce langage-là, de pouvoir accompagner les membres pour nous amener vers d'autres façons de faire. Pour ma part, personnellement, je n'ai plus de dossier physique depuis 5 ans. J'ai déjà essayé plusieurs choses dans les dynamiques qui s'en viennent. Fait que je pense que je suis bien placé pour nous représenter et qu'on travaille ensemble là-dessus. Pour le reste, j'ai développé une plateforme qui est en 2 temps. Un, où est-ce qu'on doit être comme profession dans 15 à 20 ans, puis ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Pour le futur, je veux, en plus de transformation numérique, qu'on parle d'éducation juridique à la population pour mieux se positionner comme avocat dans la société et que si les gens sont mieux informés, ils vont mieux apprécier ce qu'on fait et aussi venir nous voir quand c'est plus tôt dans le processus pour éviter là, des plus graves problèmes, ce qui va faire qu'on va pouvoir, je pense, aider plus de gens dans le futur, ce qui, pour moi, est le futur de la profession. L'École du barreau et la clinique juridique, repenser notre relation avec la Chambre des notaires, revaloriser le titre d'avocat retraité, pour moi, c'est tout ce qu'on doit projeter dans le futur. Ensuite, ce qu'on doit faire maintenant, continuer le chantier sur la santé mentale, s'attaquer à la diversité de tout genre dans la profession pour que tout le monde puisse s'épanouir, qu'on puisse retravailler la formation en éthique déontologie pour que ça soit vraiment le cœur de la formation du barreau, parce que c'est ça notre raison d'être, l'éthique et la déontologie. Travailler sur une logique d'expérience utilisateur pour les membres et pour les gens du public. Finalement, travailler sur le sentiment d'appartenance parce que je pense que quand les avocats ont le sentiment d'appartenir à l'ordre, on peut aller plus loin, on peut être plus efficace. Puis j'ai l'intention de travailler avec les sections, conseils de section. J'ai 64 propositions, sont toutes détaillées sur mon site web. Vous pouvez aller voir antoineelouine.com, suivez-moi sur Facebook ou sur LinkedIn. Vous allez avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je veux faire. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Alors, j'apprécie beaucoup votre intervention à toutes les deux. Alors, si j'ai bien compris, Miville, tu me dis si je me trompe. On commence par Antoine avec les questions. Exact. Parfait. Excellent. Merci, Miville. Tu es super bon avec tes post-it. Merci, on s'en va. On commence avec Antoine, Catherine, Catherine. Je vais développer une expertise. Excellent, c'est ça qu'il faut faire. Alors, la question numéro 1, comme j'ai dit tantôt, on les a pigées. Il y avait beaucoup de questions, elles ont été pigées au hasard. Vous permettrez que je les ai faites aujourd'hui avant de commencer parce que je voulais avoir mon ordre de fête et je ne voulais pas avoir l'air à faire ça à la dernière minute. Alors donc, la première question est une question du public, Maître Girard de Richelieu. Alors, je sais que les questions pour l'information des gens qui sont avec nous ont été transmises aux candidats. Alors, ils ont eu lecture des questions. Ils ne savent pas lesquelles ont été pigées aujourd'hui. Je ne leur ai pas mentionné. Donc, la question de Maître Girard, à votre avis, est-ce qu'il y a opposition entre la protection du public et la promotion de la profession? Ou croyez-vous que la protection du public passe par une profession juridique en santé? Alors, tu commences, Antoine. Merci, Stéphanie. Merci, Maître Girard. Pour moi, ces deux choses-là sont attachées ensemble. On ne peut pas avoir une bonne prestation des services au public si on n'a pas une profession en santé. Puis, l'aspect promotionnel de la profession ou d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça fait un avocat, c'est quoi la plus-value qu'un avocat peut amener dans la vie des gens. Je pense que c'est nécessaire pour que le public sache quand est-ce que notre intervention est utile puis nécessaire. Veut pas, le cadre juridique dans lequel on évolue là, en société là, fait en sorte que la société se tient. Puis c'est des avocats qui rédigent les lois, qui les appliquent, qui conseillent leurs clients, qui analysent, fait qu'on est au cœur du bon maintien en société. Donc, pour moi,
le barreau, on a déjà pris des initiatives là-dessus là, pour s'assurer que ces concepts-là puissent vivre ensemble, qu'on ait des avocats une profession dont on fait la promotion pour que le public soit bien desservi. Puis, à travers ma plateforme, plusieurs propositions de le reflètent. Toute la transformation numérique pour un meilleur accès à la justice. La santé mentale, des avocats qui prennent soin d'eux peuvent également prendre soin des autres. Diversité puis inclusion. Plus d'avocats issus de la diversité pour que tous les citoyens se sentent représentés dans un système auquel ils s'associent parce qu'ils vont retrouver quelqu'un qui les comprend, quelqu'un des avocats dans lesquels ils se reconnaissent. Donc, pour moi, tout ça, ça fait partie d'un tout, là, pour répondre à votre question, qui fait en sorte que, oui, le barreau, sa mission, c'est la protection du public, mais ça ne peut pas être dissocié d'une profession qui est en santé. Merci. Merci, Antoine. Alors, Catherine, est-ce que ça va? Tu veux que je te répète la question? Non, ça va, merci. Merci. Merci, Maître Gérard, pour cette question-là. Évidemment, je vais répondre à la première partie de la question, assurément non, et à la deuxième partie, assurément oui. Je vais y aller sous l'angle de ce que vous retrouvez sur ma plateforme électorale, sur l'angle promotion de la profession. Pour moi, c'est important là, de marteler que la meilleure façon de protéger le public, c'est de faire affaire avec un avocat lorsqu'il va avoir un problème. Et ça fait partie de mes priorités lorsque je vais être élue, de faire un programme de promotion, une campagne publicitaire où on va remettre de l'avant le fait, par exemple, que nous, les avocats, on est les professionnels les mieux outillés, les mieux formés pour accompagner le justiciable lorsqu'il y a des problèmes, en amont, pendant, après. Marteler qu'on n'est pas là pour entretenir la chicane, on est là pour les aider à faire des transactions, on est là pour les conseiller, on est là pour, dans le fond, recommencer à marteler que les avocats, on est maîtres en solution, puis plutôt qu'être seul ou mal accompagné de nos professionnels qui n'ont pas la même formation que nous, mais c'est avec nous, qui devraient le faire. Et je fais du pouce avec ça pour dire que souvent, c'est sûr que notre mission première, c'est de protéger le public, mais ça n'empêche pas qu'on peut travailler de concert avec les associations lorsqu'il y a quand même la mission. Et ça, c'est un bon exemple, une campagne de promotion. Je donne par exemple la PAC. La PAC, eux, ont la mission de défendre et promouvoir les intérêts professionnels et socio-économiques des membres, et faire une campagne de promotion publicitaire où est-ce qu'on dit qu'on est les meilleurs professionnels. Je pense que nos deux missions se croisent. Alors, protection du public, promotion, ça va ensemble pour moi aussi. Merci, Catherine. Alors, la question numéro 2 qui va être pour Antoine. Non, mais vite. Catherine, c'est Catherine. Oui, Catherine a commencé. Je m'excuse énormément. Alors, je m'excuse, Catherine, c'est pour toi. Alors, la question vient encore du public. La question numéro 2 est de Maître Gaulin du Richelieu. Alors, est-ce que le barreau a un plan pour aider les cabinets d'avocats, particulièrement les petits cabinets et les avocats pratiquant seuls, pour faire face aux effets durables de la pandémie de COVID-19 qui nous affecte tous et toutes depuis une année? Vas-y, Catherine. Bien, tout d'abord, je pense que c'est important de rappeler ce qu'on a fait. Moi, je suis bien fière d'avoir fait partie des décideurs du CA actuel, où est-ce que, dès le premier jour, où est-ce qu'on a annoncé le premier grand confinement, on s'est relevé les manches, on a pris des actions rapides, rapidement sur notre site web. Partout à travers le Québec, les justiciables ont pu voir, chaque fois qu'il y avait une mesure qui s'appliquait dans chaque section, on l'affichait. Au début, on a un peu paniqué, on avait tous peur de ne pas passer à travers financièrement. Il y en a malheureusement que ça a continué, mais alors il y avait une aide financière à accorder. On avait un comité qui recevait les demandes d'assistance financière. On appelait ça la mesure la MAC, une mesure d'allègement pour la cotisation. Alors, on a donné un répit financier aux gens qui en avaient plus besoin. Autre chose qu'on a fait pendant la pandémie puis qui s'adresse à tout le monde, 10 heures de formation gratuite pour compléter nos 30 heures de formation. On a fait ça. La pandémie n'est pas finie. Comme bâtonnière, c'est évidemment que je veux continuer à surveiller ça
s'il y a encore des mesures pour aider tout le monde qui sont les plus impactés par la pandémie, parce que vous savez, il y en a qui, ça va bien, ça a continué, mais il y en a effectivement qui sont plus vulnérables, les jeunes, les femmes, entre autres, qui ont dû s'occuper de multifonctions santé mentale affectées par la pandémie. Alors, c'est certain que je veux continuer comme bâtonnière à chapeauter toutes les initiatives qui vont être à long terme pour aider malheureusement nos membres qui auront eu des impacts négatifs reliés à la pandémie. Comme bâtonnière, moi, je m'en vais comme macro, qui va surveiller que tous nos membres qui en ont besoin, ben, ils vont recevoir les services dont ils ont besoin. Puis c'est partout à travers la province, c'est certain. Merci, Catherine. Alors, à toi, Antoine. Merci Stéphanie, merci Maître Gaulin. On a eu une bonne discussion là, sur ces questions-là. Puis je veux réitérer dans le fond ce que Catherine a mentionné sur les mesures que le barreau a mises en place. Si j'avais été à la place du conseil d'administration, je n'aurais pas fait différent. Je partage les mêmes valeurs au niveau de la défense des avocats vulnérables. Puis au niveau de la cotisation, c'est un principe qu'on a adopté là, il y a déjà quelques années, là, de toujours avoir en tête que s'il y a une différenciation à faire sur les cotisations, il faut que ça soit sur un critère de vulnérabilité, puis on a pris des mesures en place là-dessus. Donc, ça, c'est certain qu'il faut garder ce principe-là en tête, puis voir combien de temps la pandémie va avoir ses effets, puis avoir des impacts sur les avocats pour s'ajuster. Ceci étant, la question ne précisait pas toute l'étendue des conséquences là, de la pandémie, mais il y en a un pour moi, surtout qu'on parle d'avocats solo, là, qui est le chantier de la santé mentale. Le Québec au complet a été affecté dans la dernière année. On savait déjà dans la profession qu'on avait des difficultés avant l'année dernière. Elles n'ont été qu'exacerbées. Il faut s'assurer que le PAMBA a un financement suffisant. Il faut s'assurer que le panier de services pour le filet de sécurité qu'on donne aux avocats avec un soutien minimal soit suffisant pour justement ceux qui sont isolés. Puis je pense qu'on a toute une responsabilité, puis je vous interpelle tous comme avocats, de guetter les signes chez nos confrères et chez nos consoeurs de détresse psychologique pour pouvoir leur rappeler les services qui sont disponibles. Vous l'avez en arrière de votre carte de membre du barreau. Je suis fier d'avoir fait partie du conseil d'administration qui a pris cette décision-là de s'assurer que tout le monde l'ait en arrière de sa carte de membre du barreau. Donc, j'espère que ça répond bien à votre question, M. Gaulin. Excellent. Merci beaucoup, Antoine. La troisième étant une question de l'AP. Alors, Antoine, c'est à toi de commencer. Comment prévoyez-vous développer un sentiment d'appartenance et de proximité entre les avocats de région et le barreau du Québec? La première chose que je dirais, c'est une chance qu'on a l'AAP pour pouvoir nous aider là-dessus. Ça fait 75 ans là, que l'AAP joue ce rôle-là de pouvoir relayer les préoccupations des avocats qui pratiquent partout sur le territoire du Québec. Puis moi, j'ai l'intention de pouvoir poursuivre là, cette bonne relation-là qu'on a développée au cours des années. En tout cas, moi, personnellement, puis avec les membres de l'AAP et les bâtonniers de section. Comme j'ai dit, dans ma plateforme, j'ai une priorité spécifiquement sur le conseil des sections où c'est un forum qui est utilisé pour pouvoir recueillir là, les renseignements sur l'ensemble des sections. Dans mon programme, vous allez voir que j'ai développé un thème avec 9 propositions qui s'appliquent spécifiquement sur le développement du sentiment d'appartenance et qui vont s'appliquer pour tous les avocats. Donc, vous allez pouvoir voir qu'on a des projets à avoir communs entre les associations d'avocats puis le barreau, notamment repartir au fond sur la déductibilité d'impôts des honoraires d'avocats quand ce n'est pas le cas actuellement. Utiliser le conseil de section pour faire nos exercices de planification stratégique. Il y a quelques guides pratiques ou d'outils qu'on peut développer pour les membres pour mieux les outiller dans leur pratique, notamment quand on part en congé de maternité ou qu'on revient de congé de maternité ou de paternité. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on peut le faire le mieux possible? Un guide pratique au niveau des changements d'emploi ou de fin de pratique, notamment pour clarifier les obligations envers les clients puis la gestion des conflits d'intérêts. J'ai d'ailleurs, pour terminer, j'ai mis
proposition numéro 62, vous irez voir spécifiquement où je veux travailler avec les associations d'avocats pour que nos activités soient complémentaires, ce qui devrait aider au sentiment d'appartenance. Merci. Alors, merci. C'est à ton tour, Catherine. Tu veux que je te relise la Non, question? ça va. Ça Super, va, merci. merci. Vas-y, c'est à toi. Alors, moi, je vais y aller vraiment sur l'angle. Vous savez, en théorie, lorsqu'on a refait la gouvernance, le conseil des sections a été ciblé comme l'organe privilégié pour continuer à veiller à ce que les avocats de région continuent à avoir un sentiment d'appartenance avec le CA du barreau, entre autres. Et en principe, les avocats de chaque région devraient interpeller leur propre bâtonnier et le bâtonnier, quand arrive au conseil des sections, ben, nous parle des problématiques des régions. Je vous parle en théorie parce que je sais, comme je vous dis, j'ai assisté à 9 conseils des sections, puis là, je commence à avoir parlé à plusieurs personnes de région. Je sais qu'il y a plusieurs bâtonniers qui, et moi, je l'ai vécu quand j'étais bâtonnière, je trouvais ça un peu frustrant le rôle que finalement on nous a laissé comme conseil des sections. C'est bien agréable de se voir 2 fois par année, puis de s'écouter, puis d'échanger, mais souvent, il y avait des dossiers qu'on recevait des rapports une fois l'intervention du ministère faite, une fois la décision prise, alors qu'il y avait des dossiers qui affectent nos membres, puis on aurait peut-être pu être interpellé plus en amont avant que la décision soit prise. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui chicote, puis je pense que, et je veux, comme bâtonnière, que ça fasse partie de mes premiers dossiers que je veux régler. Là, ça fait 6 ans que notre nouvelle gouvernance a été votée. C'est le temps peut-être de repenser le rôle. Comment on pourrait se rapprocher encore plus des régions. Les rencontres virtuelles, on peut en faire plus souvent, pas se limiter à 2 rencontres par année. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, ne pas vous gêner pour m'appeler comme bâtonnière, dire ça, ce serait important qu'on en parle. On ne peut pas attendre 2 mois, il faut en parler maintenant. Tout ça, pour moi, je veux vraiment être la bâtonnière de tous les membres et je veux que vous sachiez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer pour ce sentiment d'appartenance-là. Je l'ai entendu, puis je veux que ça fasse une partie de mes priorités. Merci, Catherine. Maintenant, la prochaine question est la question de Maître Gaulin du barreau de Richelieu. Alors, est-ce que le barreau envisage d'avoir une tarification différenciée pour diminuer la cotisation annuelle et les frais de formation des avocats-avocates qui font un effort important pour rendre leur service le plus abordable possible? Mme Gaulin, je vous remercie pour cette question-là. Mme Gaulin, vous m'avez interpellé personnellement sur mon site web pour me parler du choix que vous avez fait, vous, d'offrir à vos clients des tarifs moins élevés que la majorité des membres. Et ça, je le salue. Puis évidemment, si on avait plus de membres qui pouvaient faire ça, ce serait bien. Antoine en a parlé un petit peu. Moi, j'ai présidé le groupe de travail où la question s'est posée. Est-ce qu'on pourrait ajuster la cotisation pour certaines catégories de membres, les jeunes, les moins jeunes, et ceci, cela? Puis, on a fait des études, puis on en est venu à la conclusion que le principe de mutualisation, donc une cotisation uniforme pour tout le monde, devait être maintenu. Par contre, et Antoine en a parlé, pour les membres les plus vulnérables qui ont plus besoin, il y a toujours moyen d'aller chercher une cotisation moins élevée. Maintenant, je pense que c'est important là, de se rappeler que la cotisation du barreau, ce qu'on paye là, 2 fois par année, ce n'est pas juste la cotisation du barreau, il y a aussi la cotisation du fonds d'assurance, du CAEJ, la PAMBA, mais pas pour nous autres au barreau, notre cotisation, puis Antoine était là, il est un acteur de ça. Il y a 4-5 ans, on a décidé d'abaisser notre cotisation, puis depuis ce temps-là, on ne l'a pas augmenté, même pas au niveau de l'inflation. Donc, avoir le souci de finances saines, une cotisation la plus basse possible, on a toujours eu ça en tête et on continue. On continue à offrir au niveau de la formation des formations gratuites ou des formations à 9,99 $. Donc, on fait vraiment des efforts pour alléger le fardeau aussi au niveau du prix des formations. Comme je vous ai parlé des mesures pendant la pandémie. Donc, comme bâtonnière, c'est sûr que je vais continuer à supporter ces mesures-là, puis toujours avoir en tête le membre qui a plus besoin d'aide, de lui donner une pause financière, puis de l'aider plus que celui qui a les moyens de se payer sa cotisation, puis se payer les formations.
Merci, Catherine. Ça va être à ton tour. Miville, tu me fais mourir. Ça m'aide beaucoup quand tu laisses la caméra ouverte. Là. Je comprends que c'est le temps de faire quelque chose. C'est excellent, Miville. Merci beaucoup. Alors, c'est à ton tour, Antoine. Merci. Merci, Stéphanie. Je ne prendrai pas tout mon temps parce que moi et Catherine, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. On a travaillé ensemble, puis je pense que nos valeurs se rejoignent au niveau de la vulnérabilité. Je pense que là où il y a une réflexion à faire, c'est sur les modèles de pratique, notamment la pratique en OBNL. Je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir de ce côté-là. Moi, je veux une solution qui est raisonnable et équitable pour tous les avocats. L'idéal, c'est qu'il n'y en a pas de cotisation, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse arriver à notre mission. Ça fait qu'on essaie toujours d'avoir le meilleur équilibre. Puis, on a la chance au Québec d'avoir la plus basse cotisation pour les avocats à travers le pays, avec la plus basse assurance, avec le meilleur rendement. Fait que je pense qu'au cours des années, le Barreau du Québec c'est très bien débrouillé à cet égard-là. Puis, je n'ai pas l'intention de changer d'orientation à ce sujet-là. Alors, merci, Antoine. La prochaine question est donc pour toi pour débuter. Alors, c'est une question de l'AP. Alors, avez-vous l'intention d'intervenir auprès du ministre de la Justice afin de demander l'augmentation des tarifs des médiateurs et pour encourager la participation des avocats au processus de médiation? Alors, on t'écoute, Antoine. Merci. En fait, c'est une question de put your money where your mouth is, comme on dit. Je pense que si on veut valoriser la médiation, il faut mettre l'argent où on y est pour que les professionnels y participent, pour que le public y participe et qu'il y ait un effet d'émulation. Puis moi, à la base, conceptuellement, je crois beaucoup dans la valeur du travail des avocats. Puis quand on part de ce principe-là, je pense qu'on devrait toujours être payé plus cher que ce qu'on est pour ce qu'on fait, étant donné la valeur qu'on a. Ceci étant, pour ce qui est des tarifs de médiateurs, je vais devoir avoir plus d'informations, puis probablement que Miville va pouvoir m'aider quand on sera rendu là, notamment sur l'état de l'offre et de la demande. Pour le tarif de 110 $ de l'heure qui existe actuellement, on ne peut pas agir seul comme Barreau du Québec. Ça prend une approche concertée parce que les médiateurs viennent du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires, de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation, de l'Ordre des psychologues, de l'Ordre des travailleurs sociaux, puis des thérapeutes conjugaux ou l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices. Il y a un seul tarif pour tout le monde. Si on n'est pas capable d'avoir un front commun, bien, les autres professions vont en tirer profit pendant que nous, on va se décrocher là, du groupe. Là. Donc, je ne pense pas que c'est souhaitable. Puis, la question encore plus fondamentale, c'est est-ce que, comme pour l'aide juridique, est-ce que ça doit être le barreau à long terme? Là, on doit se poser la question, est-ce que c'est le barreau qui doit maintenir ces opérations-là, puis négocier les tarifs, ou le barreau devrait plutôt conserver son droit de parole sur des questions qui sont fondamentales, qui vont soutenir le régime, mais ayant une association d'avocats qui va faire la négociation pour représenter les intérêts socio-économiques des membres. Merci. Merci, Antoine. Alors, à ton tour, Catherine. Merci. Alors, je suis en accord avec à peu près tout ce qu'Antoine a dit. Peut-être juste vous dire que, il faut se rappeler là, que là, actuellement, il y a une instance qui s'appelle la Table Justice Québec. On siège dessus. Et ça a été créé par le ministère de la Justice pour essayer pour régler deux problèmes, là. Abréger les délais, donc Jordan, puis évidemment, avec la pandémie, il est impliqué aussi, puis aussi améliorer l'accès à la justice. Et le gros leitmotiv qui est toujours prôné, c'est favorisons les PRD, notre code de procédure civile depuis 2016, favorise ça à toutes les étapes. Il faut que nos avocats soient de plus en plus présents, offrent la médiation. La médiation, bon, c'est bien beau, mais à quel prix? Déjà, il y a quand même un effort qui a été fait. Vous savez, on a un projet pilote. On a, par rapport aux petites créances, ça n'avait pas de bon sens avant. D'abord, il y avait même un désintérêt. Il y avait certaines régions, dont la Côte-Nord, il n'y en avait même plus d'avocats qui acceptaient de se rendre au service pour faire la médiation de petites créances, tellement que ça n'avait pas de bon sens. Si la médiation échouait, tu étais moins payé que si ça réussissait. Au moins, là, il y a un projet pilote qui a régularisé ça. 110 $ de l'heure, possibilité de 3 fois 110. Ça inclut le temps de préparation. Fait que ça, il y a déjà une amélioration. Autre projet pilote, en droit de la famille,
on a augmenté la possibilité d'aller en médiation subventionnée pour les couples sans enfants. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont améliorées, mais il reste que le tarif. À 110, c'est un bel effort, mais ce n'est pas suffisant. Je partage complètement l'avis d'Antoine en disant que nous, comme barreau, on va accompagner les associations qui revendiquent ça. Puis parfois, ces associations-là ont besoin de quelqu'un avec eux pour les amener à des niveaux politiques un peu plus hauts, pour que la porte au niveau politique s'ouvre. Des fois, la présence de la bâtonnière, c'est aidant. Alors moi, mon rôle, je veux que vous sachiez que dans ces revendications-là, on va travailler ensemble. Puis lorsque le politique va être interpellé, bien, je vais être là à vos côtés pour vous aider à faire vos revendications. Alors, merci Catherine. La prochaine question est à toi. C'est une question du public. Celle-là, la prochaine, c'est de Maître Thériault d'Arthabasca. La question est la suivante. Quels sont vos plans pour favoriser le maintien de la pratique des avocats en région? Alors, bien sûr, il parle d'Arthabasca en région. Moi, je vous interpelle un petit peu plus encore, les régions éloignées, Abitibi, Gaspésie, les îles et toutes ces belles régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Et Arthabasca, bien sûr, mais je vais complexifier la question un petit peu. Okay. Écoutez, c'est sûr que je vais prendre ma réponse, je l'ai préparée parce que cette question-là, j'ai été interpellée lorsque on a fait la tournée des sections. Il y a quelqu'un, je pense que c'est la section d'Arthabasca qui m'a interpellée, qui me disait, moi, je prône le principe que l'accessibilité à la justice, avoir la proximité avec notre avocat, c'est quelque chose d'important. Puis une problématique qui s'est présentée, puis ça, c'est depuis la pandémie, bon, avec les mesures sanitaires, ça a fait en sorte qu'on avait de moins en moins d'audiences physiques, donc on a prôné de plus en plus d'audiences virtuelles. Et paraît-il qu'il y a eu un impact, entre autres, chez les criminalistes de région, entre autres, je vais vous donner un exemple, mettons de Drummondville, que les clients, mais plutôt que de se prendre un avocat à côté d'eux, bien, ils allaient se prendre des avocats plus réputés à Montréal ou dans des plus grands centres parce que de toute façon, ça ne coûtera pas plus cher, l'avocat ne se déplacera pas. Alors, je le prends sous cet angle-là. C'est une problématique que je sais qui est présente. On a peur dans les régions, étant donné les avancements de la progression, de la transformation de la justice, que ça va faire en sorte qu'on va être encore plus isolé parce que nos clients qui sont à côté de nous n'auront plus besoin de nous, ils vont aller ailleurs. Donc ça, c'est des enjeux très importants. La pandémie n'est pas finie. Alors, comme bâtonnière, chien de garde de tout ça, on surveille ce qui se passe. Je voudrais qu'avec les gens de région comme les gens de l'AAP, qu'on se réunisse et qu'on s'assoie et qu'on regarde ces problématiques-là, puis qu'ensemble, on travaille pour trouver des solutions, qu'on interpelle le ministre de la Justice, à toutes les personnes parties prenantes pour que la justice de proximité ne soit pas perdue de vue et qu'elle ait toujours sa place. Merci, Catherine. Alors, à ton tour, Antoine, quelle est ta position là-dessus? Merci. Merci, Maître Thériault. Pour moi, c'est fondamental que les Québécois puissent avoir accès à un professionnel du droit près d'eux, où ils résident. Ça fait partie du concept d'accès à la justice. Je vais vous parler de mes amis, Simon Corriveau, Sébastien Lebel, que j'ai recruté dans 2 cabinets où j'ai travaillé et qui pratiquent maintenant en Abitibi, qui ont choisi la qualité de vie, qui ont choisi la possibilité d'avoir des meilleures capacités d'avancement et qui ont choisi de suivre leur amour là-bas. Pour moi, c'est des exemples, c'est des modèles dont il faut faire la promotion parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients partout où on va pratiquer, peu importe le modèle, mais il faut qu'on fasse savoir quels sont les avantages. Notamment en droit criminel, les responsabilités qu'on va aller chercher quand on va pratiquer à l'extérieur des grands centres sont beaucoup plus élevées que ceux qu'on va avoir. Moi, dans mon programme, notamment pour l'École du barreau et la clinique juridique que je veux déployer, une chose que je voudrais essayer de faire, c'est que cette clinique juridique-là se déploie en région pour que des étudiants de l'École du barreau puissent se promener en dehors de nos 4 centres où on a notre formation pour voir qu'est-ce que c'est la pratique en région puis avoir un contact concret. Les avocats qui sont impliqués dans leur milieu, c'est la clé du succès pour pouvoir recevoir la clientèle puis recevoir des gens qui vont venir nous conseiller. Fait que pour moi, c'est la clé. Partout où je vais, c'est ce que je vois. Puis mon plan de transformation numérique entend se déployer
partout au Québec pour que tous les avocats puissent s'épanouir, peu importe où est-ce qu'ils pratiquent. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, puis main dans la main avec l'AAP, on va pouvoir continuer à faire cette promotion-là, puis combler les postes qui sont souvent en régions éloignées, là où il y a encore des besoins. Merci, Antoine. Alors, c'est pour toi aussi la prochaine question. Alors, c'est une question de l'AAP, celle-là. Alors, comment voyez-vous la place du soutien et du développement de la profession dans le cadre de la mission de la protection du public? Bien, pour moi, c'est complémentaire. C'est un peu la même question qu'on a eue tantôt, là. Au barreau, on a toujours pris à cœur que le développement, le soutien à la profession, qui inclut l'inspection professionnelle, qui va inclure les services aux membres, fait partie de la mission intégrante. Parce qu'en outillant nos membres, que je pense au guide des TI, par exemple, que je pense au soutien aux plus petites associations d'avocats, on les aide à s'épanouir, on les aide à être plus performants et habituellement, plus qu'on les aide, moins ce sont des clients récurrents de la maison, là. Ce qu'on veut éviter. On veut que en développant la profession, puis en ayant un bon soutien, un bon filet, on s'assure qu'on a des avocats de qualité puis qui vont bien répondre aux besoins de leurs clients. Donc, pour moi, c'est central. Puis, toutes les organisations qui vont nous aider dans l'accomplissement de ces tâches-là, bien, ils vont, je pense, aider à la réalisation de la mission du Barreau du Québec. Merci beaucoup, Antoine. À ton tour, Catherine. Alors, je vais répondre sur un des angles là, des services qu'on offre au service de la qualité de la profession du barreau. On a des employés qui, eux, s'occupent de 11 associations d'avocats. Donc, financièrement, accompagnement, c'est déjà en place. Alors, quand on parle de la JBR, l'Association des jeunes barreaux de région, par exemple, l'Association des avocats en droit de la défense, l'Association des avocats en droit de l'immigration, ce sont des exemples d'associations qui peuvent compter sur le soutien financier et les services du barreau pour les aider, puis ensemble, barreau avec notre soutien, puis les actions de ces associations-là, on fait partie intégrante du filet de sécurité du barreau pour offrir une protection du public. Alors, on a des actions complémentaires. Entre autres, on les aide à faire des forums, de donner des formations pointues qui vont cibler les avocats qui soient de plus en plus compétents. On les aide à avoir des outils. On les aide à regrouper les avocats qui seraient en solo, un peu, par exemple, en droit de l'immigration. Souvent, c'est des petits cabinets. Bon, ben alors, avec cette association-là, ben, ils ne sont plus tout seuls. Ils sont ensemble, ils peuvent poser des questions. Fait que nous, au barreau, c'est des choses qu'on fait déjà et je sais que j'ai eu des questions là, jusqu'à maintenant depuis ma campagne électorale. Vous, comme bâtonnière, allez-vous maintenir ce soutien-là, cet accompagnement-là? C'est certain. Et je pense qu'Antoine pense comme moi. Moi, l'accompagnement qu'on offre à ces associations-là et aux organismes qui viennent en aide et qui protègent le public, je ne vois pas pourquoi on les arrêterait. On a quand même cette mission-là ça va nous aider à mieux remplir cette mission-là qui est de protéger le public en général. Merci, Catherine. Alors, la prochaine question est pour toi. Alors, c'est une question de l'AAP. Alors, comment pensez-vous utiliser les sommes accumulées dans le FEJ, le Fonds d'études juridiques du barreau, afin que les membres en région puissent profiter des retombées de ces investissements? Bon, il faut d'abord savoir que le FEJ, il y a un article de la loi sur le barreau qui nous dit comment on peut utiliser les fonds qui font partie du FEJ. Puis en passant, dans le FEJ, on a beaucoup d'argent. Pourquoi on a beaucoup d'argent? C'est qu'entre autres, les intérêts qu'on fait dans nos comptes en fiducie sont versés dans ce fonds-là. Et l'article 15H de la loi sur le barreau nous dit que les argents qui se trouvent dans ce fonds-là, on doit les utiliser pour promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche d'informations juridiques, l'établissement, le maintien des bibliothèques de droit. Je pense que jusqu'à maintenant, on a fait preuve que cette utilisation-là de ces sommes-là, on les répartit à travers les régions.
ne serait-ce que la formation continue, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va le continuer. On a quand même déjà une panoplie de formations qui s'adressent à tout le Québec, des webinaires dispendieux, parfois des formations gratuites. Qu'est-ce qui nous permet d'offrir des formations gratuites? C'est parce qu'on est capable d'aller chercher de l'argent pour financer ça, puis on va la chercher au FEJ. Ça, c'est un exemple. Lorsqu'on a fait les dernières campagnes de promotion de la valorisation du rôle d'avocat, on a été capable d'aller chercher de l'argent là aussi. Le service, le SWAJ au barreau, là, le service juridique, lorsqu'on fait des mémoires pour aller en commission parlementaire, pour revendiquer des choses pour l'ensemble de nos membres, et on va chercher l'argent là aussi. Alors déjà, moi, je vous dis, au FEJ, l'argent qu'on a, on l'utilise pour tout le monde. Est-ce qu'on peut faire mieux? Peut-être, je suis ouverte. Comme bâtonnière, on pourra voir s'il y a des besoins particuliers. Les bâtonniers de section, vous cognez à ma porte, dire on aurait un besoin particulier de formation ou d'aide qu'on pourrait prendre au FEJ. Bien, je suis tout à fait ouverte d'améliorer. Je ne peux pas être contre la vertu. Merci, Catherine. Alors, toi, Antoine, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Pour ce qui est du fonds d'études juridiques, la première chose qu'il faut qu'on note, c'est que ce n'est pas nécessairement une manne inépuisable. Là, la dernière année, ce que je comprends, c'est que les finances n'ont pas été énormes au fonds d'études juridiques. Donc, il faut qu'on remette ça en contexte. Ensuite, cet argent-là, il faut se rappeler que c'est de l'argent de nos clients. Okay? C'est les intérêts des sommes détenues en compte en fidéicommis. Donc, il faut les utiliser de façon responsable en gardant ça en tête. Catherine a mentionné l'article de la loi sur le barreau là, qui mentionne les utilisations. Moi, quand j'étais au conseil d'administration, ça a été toujours clair que l'utilisation des fonds du FEJ devait servir à des missions qui étaient à travers la province. Donc, il y avait une application à travers la province. Des organismes comme Éducalois, par exemple, qu'on va financer. Il n'y a aucune barrière physique, puis on aide l'ensemble de la province. Puis je pense qu'on pourrait utiliser davantage d'argent dans le FEJ de revenir à une partie du financement du CAEJ qui va certainement avoir un impact là, au niveau de la cotisation qui sera auprès des membres, puis qui va avoir une application universelle là, dans le fond sur l'ensemble des membres. Fait que, donc, si la situation financière le permet, moi, c'est une des choses que je vais explorer là, dans l'utilisation des fonds du FEJ. Merci beaucoup, Antoine. Alors, nous sommes rendus à la question 10. Je vous dirais, j'ai texté avant Miville et Isabelle, on avait prévu de finir à 6h30, ça va super rondement. Alors, peut-être qu'on se rendra à la question 11, si vous êtes d'accord, Catherine et Antoine, bien sûr. Oui? Oui, avec plaisir. Super, vous avez fait ça rondement. Alors, on pensait qu'on aurait trop de temps, on a assez. Alors, on continue. Alors, la question 10, avez-vous un projet de valorisation de la profession auprès du public? Une question de l'AP. Oui, pour moi, là, la valorisation de la profession auprès du public, je veux que ça passe par quelque chose qui est plus périn, quelque chose qui est fondamental, qui va vraiment faire une différence. C'est pour ça que moi, la priorité, c'est l'éducation juridique citoyenne. Si nos jeunes connaissent leurs lois, ils seront outillés pour mieux vivre en société et sauront quand il est approprié de contacter un avocat. Il faut reconnecter avec la population puis qu'on se débarrasse un peu des stéréotypes de la profession juridique là, qui sont véhiculés pour vraiment voir à quoi on sert et comment est-ce qu'on peut aider les gens. Dans un sondage de l'Institut récemment, on notait que le soutien de la population est à 92% sur le fait d'ajouter l'enseignement sur le droit au secondaire. Je pense que le modèle d'Éducalois est le bon. J'ai eu l'occasion de siéger au conseil d'administration d'Éducalois, de participer à la semaine sur l'éducation citoyenne là, qui a eu lieu là, à l'automne. Puis je vois clairement l'avantage. Puis je vous encourage tous à essayer l'expérience. De donner un atelier là, dans une classe secondaire, c'est vraiment valorisant. Puis on voit la différence que ça fait dans la vie des gens. Puis, il faut qu'on soit aussi conscient qu'il y a une perte de confiance dans les institutions, puis que le barreau comme institution doit trouver des solutions puis s'adapter. Catherine a déjà fait référence à une campagne de publicité. Moi, je pense que la prochaine campagne institutionnelle va certainement toucher la valorisation des avocats. Mais ce n'est pas tout.
Ça prend des actions concrètes pour reconnecter avec la profession puis la population. Si on aide les gens à mieux comprendre le système, ils vont reconnecter avec le système. Je n'ai pas l'intention, moi, d'ajouter dans les finances des dépenses davantage que ce qui est déjà programmé pour les dépenses de publicité là, à ce niveau-là. Merci. Merci. Je dois te dire que, sans grande surprise, je pense ceux qui me connaissent, j'en fais beaucoup des ateliers là, pour Éducalois. C'est vrai que c'est vraiment le fun, mais moi, vous savez tous que j'ai un penchant pour la jeunesse et le droit à ce droit-là, là, mais c'est extraordinaire. Tu as très bien raison, Antoine, là-dessus. Alors, c'est sûr que vous êtes interpellés, faites-le, c'est une très belle expérience. Alors, vas-y, c'est à toi, Catherine. Ben, écoute, je vais surfer sur cette vague-là aussi. J'ai aussi fait partie là, de donner une formation. C'était une classe d'immigrants de l'école secondaire Rochebelle ici à Québec, dans le cadre de la semaine en novembre dernier, organisée par l'Éducalois. C'est vraiment enrichissant, c'est vraiment fun, puis j'invite évidemment là, tous les membres à faire cela. Donc, pas très loin d'Antoine non plus. Donc, j'en ai déjà parlé, campagne de promotion de nos services de publicité. Pour moi, c'est important que ce soit fait assez rapidement au début de mon mandat. Mais aussi, l'éducation citoyenne, c'est très important. On a des organismes qu'on aide financièrement depuis des années. Ce sont nos partenaires. Oui, il y a Éducalois, puis ça, c'est quel est le meilleur organisme pour faire l'éducation populaire, c'est Éducalois, puis on continue à subventionner, puis mon but, c'est de continuer aussi. Il y a aussi Jury-Pop. Jury-Pop, c'est un organisme qui a pris de l'expansion dans les dernières années. Au début, on ne savait pas trop, mais là, vous le voyez, vous l'entendez. Grâce à Jury-Pop, les victimes, les femmes ou les hommes victimes de harcèlement sexuel sont mieux accompagnés. Ils ont aussi des concours juridiques au secondaire pour éduquer les étudiants de l'école secondaire, des concours de plaidoirie. Ma propre fille a déjà participé à ça, c'est super intéressant. Mais je pense que jusqu'à maintenant, je pense que ceux qui ont participé au concours, c'était plus Québec-Montréal. Alors, je pense qu'il faudrait les inciter à élargir ça à travers toute la province pour que tous les élèves du secondaire de la province y touchent. Puis aussi, puis ça fait partie, on entend parler au ministère de l'Éducation, inclure dans le cursus des élèves du secondaire des cours, tu sais, on a l'éducation citoyenne, mais qu'il y ait un aspect éducation juridique. Dans le cursus obligatoire de tous les jeunes, c'est quelque chose qui devrait être formel. Je sais que c'est discuté, puis que ça serait formalisé là, rapidement. C'est un autre moyen, évidemment, de rejoindre tout le monde. Merci, Catherine. Alors, comme il était 27, on avait dit demi, on va se permettre une dernière question. Je suis contente parce qu'on en avait eu vraiment plusieurs. Il en restait plusieurs à répondre, mais là, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on avait dit 1 heure. Alors, la dernière question que j'ai pigée et celle est une question de l'AP. Et c'est Catherine qui commence. Comment vous positionnez-vous relativement aux diverses offres de plateformes numériques faites au public en lien avec la responsabilité des avocats dans le cadre des mandats à portée limitée, comme la vérification de certaines procédures et ou certains contrats ou ententes? Je te laisse la parole, Catherine. Merci. Bien, je suis contente de répondre à cette question-là parce que je siège actuellement sur un groupe de travail où est-ce qu'on a décidé, bon, avec l'arrivée de toutes justement les nouvelles plateformes comme ça d'intelligence artificielle, on a créé un bac à sable, un peu un endroit où est-ce qu'on les observe, on regarde ce qu'ils font, puis on est accompagné là-dedans de nos avocats qui sont spécialisés dans l'exercice illégal. Donc, on vérifie si les innovations technologiques respectent bien la loi sur le barreau, qu'on s'assure qu'il y ait soit des avocats derrière, qui donnent des opinions juridiques. Puis, j'imagine que dans votre question, vous pensiez à l'exemple juridique, le dossier juridique. Notre ministre de la Justice se vante qu'il va y avoir bientôt une aide pour les citoyens qui veulent se divorcer seuls. Ils auront juste à cliquer, puis ils vont pouvoir faire la procédure en divorce, puis tout va bien aller. Bien, justement, la semaine passée, on les a reçus, les gens qui sont en charge de préparer cette plateforme-là. Le mandat a été donné à Sockwige. On a rencontré des gens de Sockwige. Puis franchement, j'étais contente de les avoir rencontrés parce qu'on n'est pas rendu à un produit où est-ce que ça a du bon sens, je vous le dis. Entre autres, là, moi, j'en ai fait du droit de la famille. Ils nous ont montré un peu comment le citoyen avance dans le processus. Il n'y a pas assez de mise en garde. Cette question-là est difficile. Consulter un avocat à chaque étape, à chaque fois, par exemple, ceux qui font du droit de la famille,
si dans la question, tu réponds que tu n'as pas de contrat de mariage, tu es marié en société d'accueil, bien, je m'excuse. Puis à l'école du barreau, c'est une des questions les plus difficiles, le partage à la société d'accueil. C'est quoi un bien pop, c'est quoi une société d'accueil? Donc, cette nouvelle plateforme-là juridique là, est vraiment à surveiller. Et je vous dis, on est là, puis on a fait avec notre avocate là, au SWAJ, là, on a fait un listing de tout ce qu'il faut améliorer pour que cette plateforme-là, offerte aux citoyens, ben, ne nous enlève pas de travail. En même temps, ce n'est pas l'objectif principal, mais que le public soit bien protégé. Puis, moi, comme bâtonnière, je veux être la chienne de garde de ça. C'est bien important là, que lorsque ces nouveautés-là technologiques, là, que ça n'ait pas, pas comme effet là, que tout d'un coup, là, tout le monde peut faire n'importe quoi dans des champs de spécialité de nos avocats. Merci beaucoup, Catherine, pour ta réponse. À toi, Antoine, merci. Merci. Je pense qu'il faut qu'on pense en dehors de la boîte et qu'on commence à définir comment le droit peut être pratiqué dans le futur. Les mandats à portée limitée, d'autres façons d'offrir un service, un conseil juridique aux clients doivent être examinés. Ça doit faire partie de notre coffre à outils, puis on doit promouvoir l'innovation dans la profession. L'utilisation de la créativité, j'en parlais récemment là, sur mes médias sociaux là, avec Salomé Corbeau. La créativité, c'est un moteur pour qu'on puisse devenir une profession qui reste pertinente, qui continue à progresser. Puis c'est ces valeurs-là, moi, je pense qu'il faut véhiculer auprès de la nouvelle génération d'avocats. Ça part de l'école du barreau. L'avenir de la profession, c'est probablement de faire plus de travail à valeur ajoutée en aidant plus de justiciables par avocat. Mais il faut s'organiser pour réussir cela. Il faut s'organiser comme il faut parce qu'on ne peut pas rendre un service de moindre qualité parce qu'on veut aider plus de gens. Donc, ça veut dire qu'on va partager les bonnes idées. Ça veut dire qu'on doit avoir une réflexion comme profession. Ça veut dire qu'on doit avoir un observatoire sur les façons de rendre des services juridiques à travers le monde et qu'on puisse s'adapter à ça. Pour conclure ce débat-là, j'aurais envie de dire, vous avez le choix pour l'élection bâtonnière de choisir un leadership qui va aller dans une direction qui est plus protectionniste ou plus innovante dans le futur. Je vous propose une voie plus innovante pour qu'on soit fier de définir la profession d'avocat comme étant à l'avant-garde, puis de mieux desservir les besoins des clients. Je pense que les 2 prochaines années vont être critiques pour qu'on prenne le virage numérique, qui vont répondre aux besoins de nos clients, puis qui vont répondre aussi à la façon dont nous, on veut pratiquer le droit. Donc, je vous remercie beaucoup là, pour votre attention dans le cadre de la discussion aujourd'hui. Merci, Antoine. Alors, on a très bien fait ça. 32 minutes, 1h32, on a dépassé de 2 minutes, mais on a eu une question supplémentaire qui était par ailleurs super intéressante. On a été chanceux de tomber sur elle. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous écrire des questions. Je suis vraiment désolée qu'on n'a pas eu le temps de lire toutes les questions. Certaines se recoupaient, mais on a décidé d'y aller au hasard pour être plus égal avec tout le monde. Alors, je m'excuse si ça a déçu certaines personnes, mais on a voulu là, en faire le plus possible. Maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui se sont joints à nous. Dans le plus gros de l'événement, on a été 38. Alors, je remercie aussi Antoine, 38 plus les panélistes, là, on était 6 panélistes, alors mes 38 spectateurs, alors je vous remercie. Jeudi soir, 6h30, 5h30, ce n'est pas une période qui est super gagnante, mais merci d'avoir pris le temps. Merci Antoine et Catherine de vous être passés au jeu, pas passés, mais d'avoir accepté notre invitation. À ce temps-là, je vais laisser faire les expressions que je ne suis pas capable de dire. D'avoir accepté notre invitation, on apprécie énormément. On apprécie que vous avez répondu à nos questions et que vous avez fait en sorte qu'on puisse entendre votre plateforme. C'est très intéressant. Et en finissant, je vais remercier une dernière fois le CAEJ de sa participation, d'avoir permis, bien sûr, de faire cet événement en nous prêtant Benoît Alexis, qui est toujours tellement efficace. Alors, merci beaucoup à Benoît Alexis. On apprécie vraiment beaucoup plus qu'on te le dit, Benoît Alexis. J'espère que tu le sais. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup et merci d'avoir participé et à bientôt. Merci à toi, Stéphanie. Tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. Salut Antoine. Salut. N'oubliez pas de voter le 4 mai. Oui, important.